Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fabi Pop. Ici, on parle dans la bonne humeur et le respect de pop culture. Séries cultes, films marquants, grands classiques, comédies musicales et des célébrités que j'adore. Aujourd'hui, j'ai envie de célébrer les 25 ans d'un film qui a profondément marqué ma vie, Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'est un film qui divise encore aujourd'hui, mais qui, personnellement, continue de me faire rêver à chaque fois que je le vois. Dans cet épisode, j'ai envie de comprendre pourquoi Moulin Rouge reste une claque visuelle, musicale et émotionnelle plus de 20 ans après sa sortie. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans un univers flamboyant, excessif et complètement délirant ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fabi Pop, consacré à Moulin Rouge. En 2001, j'étais à la fin de mon adolescence. La pop music était à son apogée et les pop stars étaient partout. Je pense évidemment à Britney Spears ou encore à Christina Aguilera. Et à cette époque, justement, Christina Aguilera avait déjà sorti 3 projets. Son premier album éponyme, Mi Reflejo, un album en espagnol, et un album de Noël, My Kind of Christmas. Mais lassée d'être perçue comme une simple poupée blonde de la pop, elle cherche à casser son image et amorce un virage radical. La première étape de cette transformation, c'est un projet musical qui va marquer toute une génération. Aux côtés des chanteuses Mia, Pink, Lil' Kim et Missy Elliott, Christina Aguilera enregistre Lady Marmalade. Et forcément, cette chanson vous la connaissez, notamment grâce à cette phrase devenue mythique « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» C'est cette phrase que les étrangers adorent ressortir dès qu'on leur demande ce qu'ils savent dire en français, avec bonjour, merci et évidemment oui oui baguette. La chanson est produite par Missy Elliott et Rock Wilder. Et en coulisses, il y aurait même eu une rivalité entre Christina Aguilera et Pink pour obtenir le couplet le plus marquant. Les maisons de disques ont dû négocier et au final, c'est Christina qui clôture le morceau avec le dernier couplet ainsi que la fameuse montée vocale devenue iconique. Le clip, lui, nous plonge immédiatement dans un univers inspiré du cabaret parisien et du Moulin Rouge. Velours, corset, sensualité, extravagance. Et instantanément, la légende est lancée. En parallèle, la bande-annonce du film Moulin Rouge sort, et je la regarde en boucle tellement je suis hypnotisé. Les couleurs saturées, le montage ultra frénétique, l'esthétique baroque et surchargée, Nicole Kidman, Ewan McGregor, cette histoire d'amour qui semble déjà tragique. Et puis ces extraits musicaux. Diamonds are a girl's best friend, que Marilyn Monroe a chanté. Roxanne, et cette musique qui s'emballe à la fin de la bande-annonce et donne l'impression d'un immense vertige émotionnel. J'étais déjà totalement subjugué. Je savais que je devais voir ce film. À cette époque, cela faisait des années que Hollywood n'avait plus proposé une grande comédie musicale aussi ambitieuse. Alors bien sûr, il y avait les films d'animation Disney, mais ce n'était pas la même chose. Il y a Cabaret, avec Liza Minnelli, qui date de 1972, ou Grease de 1978, Dirty Dancing, qui a marqué les années 80, même si c'est pas vraiment une comédie musicale, et des films comme The Bodyguard avec Whitney Houston, qui sont devenus surtout cultes grâce à leur bande originale. Alors quand Moulin Rouge est annoncé, moi qui adore les grandes comédies musicales de l'âge d'or hollywoodien, je suis immédiatement emballé. Le sujet est so French, le Moulin Rouge, le rétro-glamour, la beauté de Nicole Kidman, les références à Marilyn Monroe, tout semblait fait pour me plaire. J'ai découvert que le film allait être présenté hors compétition au Festival de Cannes le 9 mai 2001, puis allait sortir dans de nombreux pays fin mai et en juin. Malheureusement pour moi, la France n'en faisait pas partie, et il faudra attendre le 3 octobre 2001. Alors autant vous dire que j'avais seulement mes yeux pour pleurer. Et heureusement pour moi, la Fnac de mon centre commercial reçoit la bande originale du film en CD importée des États-Unis. Mon argent de poche est quasiment à sec, mais je repars avec ce qui ressemble pour moi au Saint Graal. Et je me revois encore, assis sur un plot à l'extérieur du centre commercial, à écouter les chansons en boucle en attendant que mon père vienne me chercher en voiture. Tout l'été 2001, j'ai vécu avec cet album. Je connaissais toutes les chansons par cœur et j'attendais le clip de Lady Marmalade à la télévision avec impatience. Puis la rentrée arrive et je commence mes années au lycée. Et enfin, Moulin Rouge sort au cinéma et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Quand je découvre le film, je comprends immédiatement que Baz Luhrmann propose quelque chose d'unique. Un film totalement excessif, presque hystérique parfois, influencé autant par les clips de MTV, la chaîne musicale, que par les grandes tragédies romantiques. Et surtout, une chose devient évidente, Moulin Rouge n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est une explosion sensorielle. Des couleurs agressives, un montage ultra rapide, des reprises pop réinventées, une mise en scène qui ressemble à une montée d'adrénaline permanente. Pour ceux qui n'auraient pas vu Moulin Rouge, je me dois de vous raconter l'histoire pour que vous puissiez suivre le reste de ce podcast. Et pour ceux qui l'ont vu et qui ont oublié, cela peut aussi être utile. Le film s'ouvre sur Christian, un jeune écrivain anglais vivant reclus à Paris, brisé par la mort de la femme qu'il aimait, Satine, la star du Moulin Rouge. Pour faire survivre leur amour, ils décident d'écrire leur histoire. Et le récit revient alors quelques mois plus tôt,
lorsque Christian arrive dans le quartier bohème de Montmartre en 1899 avec le rêve de devenir écrivain. Grâce à une bande d'artistes excentriques menée par Toulouse-Lautrec, le célèbre peintre, et suite à un énorme malentendu, il rencontre Satine au Moulin Rouge. La magie opère et il tombe amoureux malgré les obstacles. Satine est promise à un puissant duc qui finance le cabaret alors que sans le savoir, elle est atteinte de tuberculose. Au fil de leur histoire passionnée et tragique, Christian raconte leurs espoirs, leurs disputes, leur amour impossible et la préparation du spectacle qui reflète leur propre relation. Évidemment, pour que ça soit bien tragique, lors de la première du spectacle, Satine finit par déclarer publiquement son amour à Christian avant de mourir peu après dans ses bras. Le film se termine avec Christian, seul, écrivant leur histoire pour faire survivre leur amour à travers ses mots. Le film reprend les paroles d'une chanson américaine, Nature Boy, reprise notamment par Céline Dion, qui dit « The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. » La plus grande chose que vous apprendrez jamais, c'est simplement d'aimer et d'être aimé en retour. Ce qui plaît, ou contrairement agace profondément dans le film Moulin Rouge, c'est surtout sa première heure. C'est un véritable chaos visuel. En 2001, ce type de montage existait surtout dans les clips musicaux, mais pas au cinéma. Moulin Rouge était donc un ovni dans le monde cinématographique. Quand Christian découvre Paris, puis le Moulin Rouge, tout semble fonctionner comme une montée de fièvre. Les plans s'enchaînent à toute vitesse, les couleurs explosent à l'écran, les transitions sont agressives, presque étourdissantes. C'est comme une nuit de fête qui devient incontrôlable. On plonge avec Christian dans cet univers de cabaret, d'alcool, de musique et d'excès. Et puis surgit La Fée Verte, interprétée par Kylie Minogue. On plonge dans le Moulin Rouge, commence Lady Marmelade, et le silence s'installe, une lumière bleutée. Et Satine apparaît enfin pour interpréter Sparkling Diamonds, un mash-up entre Diamonds Are a Girl's Best Friend et Material Girl de Madonna. S'enchaînent les numéros musicaux comme Your Song, reprise de Elton John, Spectacular Spectacular, où la troupe d'artistes tente de convaincre le duc de produire leur spectacle, ou encore Elephant Love Medley, un mash-up gigantesque de chansons pop. Et justement, le véritable génie du film se trouve dans son utilisation de la musique pop. Au lieu de créer uniquement des chansons originales comme dans les comédies musicales classiques, le film recycle des morceaux déjà connus du public pour leur donner un sens totalement nouveau. On entend notamment Lady Marmalade de Patti LaBelle dont j'ai déjà parlé, Because We Can de Fatboy Slim, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, The Sound of Music de la comédie musicale The Sound of Music, The Show Must Go On de Queen, Your Song de Elton John, Like a Virgin et Material Girl de Madonna, Roxanne du groupe The Police, Nature Boy, le standard américain, One Day Fly Away de Randy Crawford, Heroes de David Bowie ou encore All You Need Is Love des Beatles. Toutes ces chansons deviennent de véritables vecteurs émotionnels au service du récit. Elles permettent aux personnages de s'exprimer. Par ce procédé, le film reconstruit des morceaux que le spectateur connaît déjà, parfois associés à une époque, à des souvenirs, à une culture ou à une humeur précise, pour les recharger complètement en sens. Une chanson festive peut ainsi devenir une déclaration d'amour désespérée, une ballade pop peut se transformer en cri de jalousie ou en illusion romantique. Et ce glissement crée un effet très puissant. On reconnaît la musique, mais on ne l'écoute plus de la même manière, parce qu'elle est entièrement réécrite pour la situation dramatique des personnages. Le film joue alors sur un double niveau, entre mémoire collective et émotion narrative, ce qui donne à chaque scène une intensité presque viscérale. Je pense notamment au medley iconique Elephant Love Medley, que je chante très souvent avec l'un de mes amis, John, que j'appelle affectueusement Johnny. À chaque fois que nous allons sur Paris pour aller voir un spectacle ou une comédie musicale, ou que nous nous retrouvons en voiture pour partir quelque part, nous chantons toujours ce mash-up de Moulin Rouge. C'est devenu comme un rituel. Et puis il y a la chanson Come What May. Cette chanson aurait dû apparaître dans le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, mais n'a finalement pas été utilisée. Et pour rappel, c'est le film qui a lancé la carrière internationale de Leonardo DiCaprio juste avant Titanic. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, le fait qu'elle a été créée pour Roméo et Juliette, que cette chanson ne sera pas proposée pour les Oscars, car elle n'était pas une version originale créée pour Moulin Rouge, et c'est bien dommage. Pourtant, elle devient l'âme émotionnelle de Moulin Rouge, et elle est portée par Nicole Kidman et Ewan McGregor, qui font tellement vivre sincèrement leurs personnages. Satine est une femme brisée par la vie, enfermée dans un système où elle doit séduire les hommes pour survivre. Elle rêve pourtant de devenir une vraie actrice. À cette époque, pendant le tournage, Nicole Kidman ne vivait pas une période joyeuse dans sa vie amoureuse. Son mariage avec Tom Cruise était en train de s'effondrer. Mais malgré tout, elle apporte à Satine un mélange incroyable de glamour, de fragilité et de mélancolie. À travers le film, Satine nous apparaît d'abord comme un diamant étincelant, presque irréel, lors de notre première rencontre avec elle, avant de se révéler peu à peu
comme une femme condamnée, fragile et profondément mélancolique. Le contraste est saisissant. Au début du film, elle surgit de l'ombre pour entrer dans la lumière, comme une apparition glamour et inaccessible. Mais à la fin, elle rend son dernier souffle en pleine lumière, avant de replonger dans l'ombre, dans les bras de Christian. Lui, c'est l'opposé de Satine. Il croit dès le début en l'amour, le grand, le vrai. Satine n'est plus dupe, et usée sûrement par la vie et par les hommes. Christian est un poète romantique qui se retrouve transporté dans un monde où l'argent et le sexe mènent la danse. Et c'est justement parce que ces deux personnages représentent deux visions opposées du monde que leur relation fonctionne aussi bien émotionnellement. Moulin Rouge est une tragédie déguisée en spectacle. Le début du film nous emporte dans un tourbillon de couleurs et de chansons. Pour ceux qui ne supportent pas cette frénésie, c'est insupportable. Et pour ceux comme moi qui adorent ça, nous nous laissons emmener dans les jupes des danseuses de Cancan pour suivre Satine et Christian. Mais malheureusement, nous comprenons qu'elle est condamnée et là, tout le film prend une autre tournure. Nous ne sommes plus dans la folie visuelle, mais dans ce drame total. La mise en scène devient progressivement plus lente, avec des plans longs. Les couleurs des images deviennent moins éclatantes, avec un éclairage plus sombre. Les mouvements des caméras deviennent plus lents. Nous comprenons que nous n'allons pas finir heureux. C'est un peu comme après un lendemain de cuite. Nous avons bu, ri, dansé, et finalement on a la gueule de bois et on est dans le mal. Le film commence avec une célébration excessive et se termine comme une tragédie romantique dévastatrice. Et ce procédé est utilisé par Baz Luhrmann dans la plupart de ses films. Je pense notamment à Gatsby avec Leonardo DiCaprio ou encore Elvis avec Austin Butler. Même Roméo et Juliette possède cette énergie frénétique et festive dans sa première partie, avant de basculer progressivement dans la tragédie. Et c'est aussi le cas du film Australia, qui débute comme un immense tourbillon d'informations, de chaos et de situations rocambolesques, avant de ralentir peu à peu pour devenir une véritable déclaration d'amour au continent australien. On peut même dire que Baz Luhrmann ne filme jamais la réalité, mais l'émotion à 200%. Il lui aura fallu des années pour monter Moulin Rouge. En 2021, la chanteuse et comédienne Hélène Ségara a révélé qu'elle avait été approchée pour passer des essais afin d'incarner Satine dans Moulin Rouge, mais qu'elle a finalement refusé de se présenter aux auditions. Baz Luhrmann cherchait initialement une interprète française, et il avait vu Hélène Ségara interpréter Esmeralda dans la célèbre comédie musicale française Notre-Dame de Paris. Séduite au départ, elle a cependant renoncé lorsqu'elle a appris que les essais impliquaient des scènes en sous-vêtements, ce qu'elle ne se sentait pas à l'aise de faire à l'époque. Elle explique ainsi que le projet ne s'est jamais concrétisé et que Baz Luhrmann ne l'a finalement jamais rencontré. Malgré ce choix, en souvenir de ce moment, Hélène Ségara a gardé le script de son audition. On peut imaginer que si elle avait accepté, cela aurait été un tournant majeur dans sa carrière. Et c'est finalement Nicole Kidman qui jouera le rôle de la star du Moulin Rouge. D'ailleurs, le saviez-vous, le rôle de Christian avait un temps été envisagé pour Heath Ledger, qu'on connaît pour le Joker, avant d'être attribué à Ewan McGregor. Le tournage se fera en Australie, sur les plateaux de la 20th Century Fox, et il a été particulièrement éprouvant, presque à l'image de l'excès et du chaos que le film cherche à représenter à l'écran. Plusieurs anecdotes de production montrent à quel point l'expérience a été intense pour les acteurs comme pour l'équipe technique. Tout d'abord, Nicole Kidman s'est blessée pendant le tournage. Elle s'est notamment fracturé une côte, un accident qui s'est ajouté aux contraintes physiques déjà extrêmes imposées par le rôle. Les corsets qu'elle devait porter étaient si serrés qu'ils lui ont causé de véritables douleurs et des problèmes physiques au quotidien, rendant certaines scènes particulièrement difficiles à tourner. Le tournage en lui-même a été long, dense et épuisant. De nombreuses séquences nécessitaient des centaines de figurants, des chorégraphies complexes et une énergie constante, ce qui a mis les acteurs à rude épreuve. Les numéros musicaux, très physiques, demandaient une endurance quasi permanente, renforçant la sensation d'un plateau en perpétuel mouvement. Baz Luhrmann avait volontairement choisi de créer cette impression de chaos contrôlé. Les mouvements de caméra sont parfois rapides, presque agressifs, et le montage frénétique participe à cette sensation d'instabilité permanente, comme si le spectateur était plongé dans un tourbillon émotionnel. Enfin, les costumes créés par la femme de Baz Luhrmann, Catherine Martin, participent à cette intensité extrême. Le célèbre collier de satine était si lourd que Nicole Kidman en souffrait lors de certaines prises. Malgré ces conditions difficiles, le film a profondément marqué le cinéma. Il a contribué à relancer durablement la comédie musicale à Hollywood, ouvrant la voie à des œuvres comme Chicago, Dreamgirls ou encore La La Land, mais aussi aux séries télé musicales telles que Glee, Smash ou encore High School Musical qui reviennent en force par la suite. Moulin Rouge continue de fasciner parce qu'il assume une intensité émotionnelle devenue rare au cinéma contemporain. Ici, rien n'est dans la retenue. Chaque sentiment est poussé à l'extrême. L'amour, la jalousie, le désespoir se vivent à vif, sans distance, comme si le film refusait toute forme de pudeur émotionnelle. C'est aussi un romantisme absolu, presque irréel, où la relation entre Christian et Satine dépasse rapidement le simple cadre narratif pour devenir un mythe moderne.
Leur amour ne se contente pas d'exister, il brûle, il consume, il déborde, jusqu'à être raconté comme une légende tragique qui semble échapper au réel. Ce qui rend le film si singulier, c'est également son équilibre entre le kitsch et la tragédie. Tout y est exagéré, éclatant, presque théâtral. Mais cette surenchère visuelle et musicale ne masque pas la douleur, elle la révèle. Le spectacle devient alors le reflet des émotions des personnages, et le glamour du cabaret finit par cacher une vérité profondément mélancolique. Le film est aussi une véritable déclaration d'amour au spectacle lui-même. Le Moulin Rouge, avec ses numéros grandioses et son énergie permanente, incarne cette idée que l'art peut transformer la réalité, la sublimer et parfois même lui survivre. Et au cœur de tout ça, la musique joue un rôle essentiel. En revisitant des chansons pop déjà connues, le film leur offre une nouvelle lecture, presque intemporelle. Chaque morceau devient chargé d'un sens nouveau, comme si la mémoire collective du spectateur se mêlait à l'émotion des personnages. Au fond, Moulin Rouge reste culte parce qu'il ose tout ressentir, sans retenue, sans filtre, sans peur du trop-plein. Et c'est précisément cette deux mesures émotionnelles, cette manière de tout donner, sans jamais s'excuser, qui le rend encore aujourd'hui aussi puissant et vivant, plus de 20 ans après sa sortie. Et c'est pourquoi il a profondément marqué toute une génération. Il a ravivé quelque chose que le cinéma semblait avoir laissé de côté. Une comédie musicale moderne, flamboyante, viscérale, capable de mêler pop culture, tragédie romantique et esthétique baroque dans un même élan. Et pour beaucoup, il a redéfini ce qui pouvait être une comédie musicale au cinéma au début des années 2000, en assumant une émotion totale, parfois excessive, mais toujours sincère. Plus de 15 ans après sa sortie, cet impact s'est prolongé de manière inattendue. Le film a donné naissance à une adaptation scénique pour Broadway, puis pour de nombreuses productions à travers le monde. Sur scène, l'univers de Moulin Rouge devient une expérience encore plus immédiate. Nous, spectateurs, nous sommes dans le cabaret. Et grâce à mon fiancé qui voulait me faire une surprise pour notre anniversaire, j'ai pu le vivre de mes propres yeux à Londres. Tous deux, nous avons ressenti l'énergie du cabaret. C'était physique, collectif, presque continu, et les numéros musicaux prenaient une dimension nouvelle, pensée pour le live et la proximité avec le public. Cette version théâtrale reprend l'histoire de Christian et de Satine, tout en l'adaptant au langage de la scène. Certains équilibres évoluent. Les interprètes principaux abordent leur rôle avec une expérience nouvelle, avec une exigence différente, davantage tournée vers la performance vocale et l'endurance scénique, tandis que certains personnages secondaires gagnent en présence pour enrichir la dynamique du cabaret. La musique, elle aussi, est repensée sous forme de medley de transition continue, afin de maintenir une énergie constante, là où le film pouvait jouer sur le montage et les ruptures visuelles. Il y a bien entendu de nouvelles chansons, telles que Toxic de Britney Spears, Chandelier de Sia, Single Ladies de Beyoncé ou encore Raise Your Glass de Pink. Sans en révéler la conclusion, il faut surtout comprendre que cette adaptation ne cherche pas à reproduire le film à l'identique. Elle en propose une relecture, plus incarnée, plus directe, où l'émotion naît du contact immédiat avec les interprètes et le public. Là où le film impressionne par sa mise en scène, la version scénique repose sur la présence, le souffle et l'instant. Au final, cette adaptation confirme une chose essentielle. L'univers de Moulin Rouge ne s'est jamais arrêté à l'écran. Il continue de vivre, de se transformer, de se transmettre comme une œuvre en mouvement, réinventée à chaque nouvelle scène, à chaque nouvelle génération. Et comme le dit si bien Zidler dans la version scénique, The Moulin Rouge is a state of mind. Le Moulin Rouge est un état d'esprit. Les années passent, mais mon attachement à ce film reste totalement intact. Dès que j'entends Lady Marmalade, je repense immédiatement à l'une de ces soirées que j'ai passées avec mes collègues avec qui je travaillais dans le monde du spectacle. Et ce soir-là, je leur avais appris la chorégraphie de la chanson et nous avions tourné une vidéo en plan séquence où tout le monde chantait, dansait et s'amusait dans une énergie totalement euphorique. C'est aussi pendant cette soirée que je me suis marié, entre guillemets, pour rire avec l'une de mes amies, simplement pour qu'elle puisse raconter à tout le monde qu'elle avait un mari. Un moment absurde, drôle et profondément joyeux, resté gravé dans ma mémoire comme une extension parfaite de l'esprit de Moulin Rouge lui-même. Et aujourd'hui encore, quand j'ai besoin d'émotion, de musique, de nostalgie, ou simplement de ressentir quelque chose de fort, je regarde Moulin Rouge. Et si j'ai envie de pleurer, il me suffit de revoir la scène finale où Christian hurle sa douleur après la mort de Satine. Parce qu'au fond, revoir ce film, c'est aussi se rappeler cette phrase. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. J'espère que cet épisode vous a donné envie de voir le film Moulin Rouge, ou de le redécouvrir, ou même d'aller voir la comédie musicale, ou simplement écouter tout de suite la bande originale. Et je n'arrive pas à me dire que ce film fête cette année ses 25 ans. Le temps passe si vite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et je souhaite remercier aussi toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire pour partager leurs commentaires et leurs encouragements. Merci, merci, merci. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Fabi Pop. À bientôt.